avec beaucoup d'humilité, je vais tenter de vous raconter une petite histoire. La nôtre, c'est finalement comment on a réussi, tout doucement, en utilisant les outils du design, donc j'étais très ravi des propos qui ont été tenus hier, comment on peut faire avec ces outils-là pour tout doucement co-concevoir un écosystème d'organisation dont la finalité, c'est-à-dire l'étoile qu'on s'était tous fixée, c'était de dire quand on y sera arrivé, chaque agent de notre équipe, en espérant que ça puisse s'étendre, pourra définir où, quand et comment exercer son activité professionnelle. Où, quand, comment. Dit comme ça a l'air révolutionnaire. Dans les faits, ça fonctionne très bien. Ça provoque quelques grincements avec certains collègues parfois qui me disent « mais chez toi, les gens, ils font ce qu'ils veulent, ils font n'importe quoi ». Je dis non, les gens ne font pas ils n'ont pas la liberté de faire ce qu'ils veulent. En revanche, ils ont la liberté totale de s'organiser, ce qui n'a rien à voir. Mais aujourd'hui, pourquoi un manager devrait à un moment donné faire du order and control, vérifier que les gens sont bien là où ils doivent être, à telle heure précise, et vous leur donnez la procédure pour faire ce que vous leur demandez de faire. Aujourd'hui, on fonctionne un petit peu comme ça, et la notion de libération, c'est d'arriver à libérer un petit peu ces éléments-là. Si je plante un petit coup le décor, j'aurais aimé. Voilà. En gros, c'est pas tout à fait le début de l'histoire, mais c'est quand même une partie de mon histoire. Parce que je fais partie de responsable de la performance, il fait du contrôle de gestion, il fait des démarches qualité, etc. Et puis, depuis que je suis rentré dans cette collectivité, on a essayé tous les ans, on a essayé de mettre en place des projets de transformation de la façon d'élaborer nos budgets. On savait, bon, on le sait tous, ce contexte budgétaire d'année en année devient de plus en plus complexe, c'est de plus en plus difficile de monter un budget, donc on essayait chaque fois, tous les ans, de trouver des méthodes intelligentes pour arriver à rebattre un petit peu les cartes. Et puis, pour finir, c'était un petit peu tout bêtement toujours la même histoire. Au dernier moment, on ressortait le petit rabot, et puis on rabotait nos budgets en enlevant un petit peu, sauf qu'à un moment donné, quand on arrive à l'os, il n'y a plus grand-chose à raboter, et on ne sait plus faire. D'accord ? Je pense que c'est une histoire que vous devez vivre forcément au quotidien dans vos propres collectivités. Et on rigolait parce qu'on disait finalement, si tous les ans on joue les gépettos avec notre petit rabot, forcément on risque à un moment donné de perdre un petit peu les cadres, de perdre la confiance de nos agents qui, de gépettos, nous prendront pour des Pinocchio, vous savez, en disant ça marche jamais, quoi. Voilà. Et on s'est dit, finalement on a des choses qui fonctionnent chez nous qu'on utilise très peu. Alors, je parlais de la transversalité tout à l'heure. Il y a un autre mot magique qui est absolument génial, qui est la subsidiarité. Vous savez, subsidiarité, en gros, c'est là où l'activité se fait que les décisions doivent être prises, au sens premier. Et comment on peut utiliser ce petit mot-là dans nos façons de manager nos équipes, dans nos façons de apprendre à s'écouter à nouveau, à réécouter le terrain, et puis de se rapproprier ensemble ce concept du faire ensemble, entre guillemets. Et puis même si l'histoire elle commence pas là, moi j'aime bien, il y a un truc que j'ai lu que j'adorais, j'aime bien le citer, c'est les travaux d'Yves Clos et de Christophe Desjours. Je ne sais pas si vous avez lu ces bouquins, c'est assez intéressant, mais en tout cas, il développe un concept, moi, qui m'avait beaucoup interpellé, parlé, qui disait que, en fait, il y avait 3 sortes de travail dans nos organisations. Il y a le travail prescrit, le travail réel et le travail empêché. Donc ça me parlait. Le travail prescrit, c'est tout ce qu'on définit dans nos procédures, dans nos notes, dans nos définitions de poste. C'est ce qu'on est censé faire. Donc le travail réel, c'est ce que font réellement nos agents. D'accord ? Et jusque-là, il n'y a rien de révolutionnaire. En revanche, mais sur la notion de travail empêché, c'est en fait tout ce qu'on ne réalise pas, non pas parce qu'on n'a pas les compétences ou la légitimité pour le faire, mais c'est ce qu'on pense qu'il faudrait faire et qu'on ne fait pas, parce que c'est pas dans les procédures, parce que je ne sais pas si j'ai le droit de le faire, parce qu'on ne m'a pas autorisé à le faire. Et en gros, c'est quand j'ai le sentiment tout bêtement de faire un travail de cochon, je me retrouve en situation de souffrance. Et du coup, la réflexion que je m'étais faite, c'était de dire, mais finalement,
est-ce que c'est le travail, les structures managériales qu'il faut libérer, ou c'est plutôt le travail empêché qu'il faut libérer? Et d'aller rechercher ces éléments-là qui, à un moment donné, quelles sont finalement dans nos organisations toutes les activités en souffrance, c'est-à-dire celles qu'on aimerait bien faire, qu'on pense qu'il est bien de faire, mais qu'on ne s'autorise pas à faire. Comment on arrive à mettre en œuvre ces dispositifs-là? C'est vrai qu'aujourd'hui, la panoplie d'outils managériaux ne nous aide pas spécialement. Là, on va commencer à rentrer sur l'évaluation. Vous vous reconnaissez tous. Alors dans le privé, c'est l'exaltation des performances individuelles, la mise en concurrence des salariés, etc. Donc toute la machine à broyer qu'on peut aujourd'hui observer. Et chez nous, c'est un petit peu la même chose, c'est les discussions qu'il y a pu y avoir hier, c'est-à-dire qu'on le sait tous, l'évaluation du travail, à partir du moment où elle repose sur des indicateurs quantitatifs, elle provoque à peu près les mêmes résultats. On le sait, on le voit, c'est très documenté aujourd'hui, que ce soit dans les services publics ou les services de santé. Voilà, la course à l'indicateur, on connaît son effet délétère. On sait aussi par ailleurs que à partir du moment où une mesure devient un objectif, ça cesse d'être une bonne mesure. C'est encore une fois toute la course au pilotage sur la base de tableaux de bord, c'est la culture du résultat qui a été bien documentée. Pourtant, ça fait partie de notre boîte à outils. Et à nouveau, ces modes de pilotage nous conduisent à faire un travail de cochon. Donc d'être en désaccord avec nous-mêmes au quotidien. Moi, j'ai une petite anecdote, c'était rigolo parce que c'était il y a un peu plus d'une quinzaine d'années où j'avais eu la chance de rencontrer un directeur qui bossait dans un ministère de, je ne sais plus, dans les pays du Nord, ça devait être la Finlande. Et donc il y a 15 ans, il expliquait que tous les mois, il faisait une revue du tableau de bord avec l'ensemble de ses directeurs, les uns derrière les autres. Donc moi, il y a 15 ans, je me disais, waouh, du pilotage avec un tableau de bord, ils sont très en avance, les Nordiques, ça c'est génial. Et ça ne s'est pas arrêté là. Il s'est dit, mais il y a deux choses que je surveille comme le lait sur le feu. C'est quand nos tableaux de bord attrapent la rougeole et que cette rougeole semble permanente. Il me dit, il y a deux réponses possibles. Soit effectivement, on est mauvais, mais si c'est permanent, pourquoi n'agissons-nous pas? Donc ça, c'est le dialogue qu'il a avec son directeur. Deuxième hypothèse, on est mauvais, parce qu'il y a des points rouges partout dans notre tableau de bord, mais mesure-t-on les bons indicateurs? Si un indicateur est tout le temps au rouge, et qu'on n'a pas de moyen d'agir dessus, ça sert à quoi de continuer à le mesurer? L'indicateur sert à mettre en place une action d'amélioration, ça ne sert pas à se taper dessus, à se mortifier. Et il me disait, mais le pire c'est quand j'ai un directeur qui, tous les mois, arrive avec une marée verte. Et là, je comprends que l'ensemble du tableau de bord est bidouillé et que l'objectif n'est plus la performance de l'activité, l'objectif est bien de mettre l'indicateur au vert. Alors je demanderais, on peut dire que tous ceux qui n'ont jamais bidouillé un indicateur lèvent la main. Merci. Je n'ai pas levé la mienne, donc je me... Donc on est quand même dans une espèce de paradoxe de management délétère qui fait qu'on cherche chaque fois à mesurer des choses, et au fur et à mesure qu'on les mesure, on oublie finalement pourquoi on a cherché à les mesurer au départ. Une mesure ne sert qu'à effectivement corriger. Vous prenez la température à l'entrée de la salle, vous avez 38 de fièvre, ce n'est pas une situation normale, vous n'allez pas vous dire « j'espère que demain j'aurai 38,5 ». Vous allez agir pour qu'effectivement la température baisse. Au quotidien, on ne le fait pas, on ne fait pas ça. C'est assez paradoxal quand même, quoi. Donc, dans ma petite histoire personnelle, après tous ces constats, comme tout le monde, alors j'espère que vous l'avez eu en livre de chevet, je suis tombé sur le fameux petit bouquin de Goethe sur Liberté et compagnie, donc, qui a été vendu, un best-seller, qui a été vendu à des millions d'exemplaires, où finalement on découvrait qu'à travers le monde, on avait des entreprises, alors pas des start-up, des grosses entreprises, qui avaient complètement déstructuré leur mode de management, qui avaient écrasé leur hiérarchie, qui prônaient les équipes de production autonomes, et que ces entreprises étaient des entreprises qui pratiquement avaient tous le même point commun, c'est-à-dire une santé financière
excellentes, c'est-à-dire avec, même après la période de la crise de 2008, c'était des entreprises qui, de manière très insolente, affichaient des taux de croissance à 2 chiffres, donc un système qui semblait bien fonctionner. D'accord ? Donc si vous ne l'avez pas lu, je vous conseille, hein, c'est un moment intéressant. Mais ceci dit, sur les modes de management, lundi, quand vous rentrerez au bureau, faites l'essai. Moi, je me suis amusé à le faire, ça marche à tous les coups. Posez la question aux agents que vous croisez, ce que c'est qu'une bonne journée de travail. En général... Une heure TT. Pardon ? Une heure TT. Non, c'est... Voilà, de quoi ils vont parler ? En premier, une bonne journée de travail, ils vont parler de la relation qu'ils ont eue dans la journée avec leurs collègues. Derrière, en général, ils vont parler des relations qu'ils ont eues avec leur chef. D'accord ? Et puis, seulement et seulement après, ils vont parler de leur travail. Donc ça crée quand même un petit différentiel, et la logique du tableau de bord dont je vous parlais tout à l'heure, ça vous montre le fossé qui existe entre effectivement la vision de ce que c'est être bien au travail, volontairement je n'utilise pas heureux, être bien au travail, et la notion entre guillemets de productivité et de fierté de l'activité accomplie. Il y a un fossé énorme. Voilà. Donc aujourd'hui, Isaac Getz ne parle plus d'entreprise libérée, hein, il parle d'entreprise altruiste, qui est encore, il surfe un petit peu sur le même concept. Mais je reviens sur mon propos du départ, hein, c'était bien de dire, est-ce qu'il faut libérer les entreprises ou les collectivités, ou est-ce qu'il faut libérer le travail empêché? Je reste tout à fait persuadé que c'est le deuxième qui prime. Alors ne croyez pas que c'est un truc qui est propre à l'entreprise privée. Aujourd'hui, je pourrais vous citer une litanie de collectivités qui se sont engagées dans ce dispositif. Beaucoup ne communiquent pas, parce que c'est pas simple de communiquer sur du management en externe. Je crois que la CPAM des Yvelines a dû faire un petit papier dans le Parisien Libéré il y a 2 ans, expliquant qu'ils étaient en train de se libérer. Après, je pourrais vous parler d'Annecy, d'Annemasse, de Saint-Julien-en-Genevois, etc. Il y a une kyrielle de collectivités qui sont en train de basculer dans ces modes de management un petit peu différents, quoi. On nous dit qu'il y a c'est un raz-de-marée, j'en sais rien, peut-être. En tout cas, les choses sont en train de bouger. Et, chose magique, c'est peut-être le côté positif de la crise sanitaire, rappelez-vous que tout ce qui nous semblait complètement irréalisable il y a quelques mois, nous l'avons tous réalisé. Rappelez-vous, le télétravail, ça ne marche pas, d'accord ? La visioconf, c'était réservé aux chefs qui se déplaçaient dans des salles de visioconférence. Aujourd'hui, tout le monde utilise ces outils. Le télétravail, il y a encore un petit effort à faire, mais on y arrivera quand même, quoi. Et puis, je reviens sur la nature de gestion d'évaluation du travail. Ça, c'est un truc qu'on retrouve en commun chez Getz, et puis d'autres chefs d'entreprise l'expriment, c'est de dire, dans nos organisations, ça c'est un peu paradoxal, on a tous, à peu près, 2 ou 3% de personnes, on va dire, toxiques, d'accord ? C'est comme ça, d'accord ? Sauf que, je ne sais pas si c'est dans la nature humaine, mais on le constate aussi, nous, managers, on passe souvent beaucoup de temps pour inventer des notes, des procédures, des dispositifs de contrôle pour ces 2 ou 3% dans nos organisations, qu'on fait subir aux 98% autres. C'est assez paradoxal, mais on a tendance à savoir très bien faire ça. C'est le grand débat, je ne veux pas l'ouvrir ici, mais le grand débat sur l'intérêt d'une pointeuse dans une organisation. Vous allez effectivement, sachant que les tricheurs continueront à tricher, et les autres, ils n'ont pas besoin de justifier leur travail parce qu'ils savent ce qu'ils font. Jean-François Zobrist, j'en reparlerai, qui était le patron de Favi, avait une petite phrase que j'adorais, qui disait dans une organisation, à partir du moment où vous considérez les gens comme des tricheurs et des voleurs, vous en fabriquez des tricheurs et des voleurs. Alors, une petite anecdote qu'il raconte, moi j'adorais ça parce que ça surprend toujours, il disait que quand il avait pris son entreprise il y a une trentaine d'années, comme tout chef d'entreprise, il constate que dans les magasins de ces ateliers de production, il y a des vols. Donc les vols, il les mesure, un indicateur qui suit le nombre de matériel volé. Et donc la décision qu'il prend pour régler ce problème-là, c'est de dire, à partir de maintenant, il n'y aura plus de magasiniers et je supprime les portes des magasins. Dit autrement, il nous dit, si un gars il a besoin d'une poignée de boulons pour faire la cabane de ses enfants le week-end, il sait qu'il peut aller prendre une poignée de boulons, d'accord ?
s'il y avait eu un magasinier et une porte dans le magasin, de toute façon, il les aurait eus. Sauf que là, au lieu de prendre une poignée, il prendra les 10 boulons dont il a besoin. Il dit, et encore pire, le gars qui va le vendredi soir au magasin pour essayer de piquer du matériel électroportatif, il me dit, vous croyez qu'il est assez con pour essayer de le ramener le lundi matin et se faire piquer en train de le remettre? Il me dit, mieux vaut qu'effectivement il ait l'autorisation de le prendre, en sachant que si le matériel tombe en panne, ben, c'est un élément négatif sur la productivité de son équipe. Et du coup, magiquement, le taux de vol dans les magasins s'est mis à chuter de manière drastique. Donc ça c'est, voilà, j'espère, je veux le croire, quoi, quand il le raconte. Et puis, autre élément de réflexion, c'est finalement, qu'est-ce que c'est que changer de mode de management? Changer de mode de management, en gros, ben, c'est travailler sur son ego, ce qui est sans doute la partie la plus difficile, c'est-à-dire pratiquer la subsidiarité dans son mode de fonctionnement, ça veut dire, en quelque sorte, renoncer au pouvoir. Et renoncer au pouvoir, qui, dans la salle, est prêt à renoncer à son pouvoir? Ah, c'est mieux que... Ah, c'est timide, quand même. Ouais, il y a peut-être des tricheurs, là, quand même. Ouais. On demandera, on regardera. Voilà. Et pour fréquenter... Alors, pareil, ça fait une dizaine d'années que j'ai la chance d'animer un club d'entrepreneurs libérés, donc c'est essentiellement des entrepreneurs privés, qui, en fait, on se retrouve tous les mois pour bouffer ensemble, puis on se raconte nos histoires. Et une constante que j'ai pu observer systématiquement dans tous les projets de transformation managériale des entreprises, c'est que, effectivement, il y a toujours ce travail sur l'ego, il y a le passage du manager au leader. Alors, il y a beaucoup de littérature là-dessus, je ne développerai pas. Et puis, on se rend compte que ça prend du temps, ça demande de la maturation longue, et tout le monde a conscience que c'est un phénomène irréversible. Moi, je me souviens d'un patron qui disait, alors c'était un patron d'une boîte informatique, et qui lui se lançait dans l'holacratie. L'holacratie, c'est une méthode américaine qui permet, très très procédurée, qui permet de libérer une organisation, de créer des cercles, de créer des rôles, des redevabilités basées sur le volontariat, etc. Et alors c'est marrant parce qu'on a suivi toute sa progression, et de la veille où il allait annoncer à ses équipes qu'il allait engager cette démarche, et puis ensuite de mois en mois, comment ça se déroulait dans son entreprise. Et le soir, la veille de son annonce, il disait un truc assez intéressant. Il me dit, c'est marrant parce que il me dit, j'ai les fois, déjà, parce que j'ai convoqué, toute mon usine est convoquée le même matin, et il me dit, j'ai le sentiment que c'est la dernière décision d'ordre stratégique que je vais prendre dans ma carrière. Alors, c'est pas un renoncement au pouvoir, mais c'est quand même un changement de posture, énorme, quoi. Autre petit déclic, à peine plus près de nous, celui-là, vous avez dû normalement le voir, quoi. Ça a été un moment de révélation, rappelez-vous, c'était le reportage d'Arte de Martin Messonnier, si j'ai bonne mémoire, et c'est à cette époque-là qu'on découvrait la fameuse transformation du ministère de la Sécurité sociale belge, qui, alors, ministère, grosse machine administrative, qui était un des ministères les moins attractifs en Belgique, et qui, à un moment donné, s'est transformé. Alors c'est ce qu'on voyait dans le reportage, c'était assez surprenant, hein, où ils avaient remplacé les évaluations individuelles par des évaluations collectives, ils avaient généralisé les bureaux partagés, on voyait qu'il n'y avait plus d'horaires obligatoires, que le télétravail était un choix pour tout agent, etc. Et parce que le ministère se trouvait au cœur de Bruxelles, on comprenait l'intérêt économique que présentait cette démarche, parce que concrètement, le ministère va économiser, je crois, 12 millions d'euros en foncier. Les chiffres qu'il donnait, c'était une augmentation de 20% de productivité et une diminution de l'absentéisme de 26%. Et on se rend compte finalement, et c'est un peu on retrouve la même chose dans le privé, c'est-à-dire que finalement ces démarches-là, on est très très loin de démarches à caractère philanthropique, c'est une histoire de productivité, de rentabilité, une histoire de pognon. C'est-à-dire ça rapporte de l'argent de se réorganiser comme ça. C'est-à-dire en gros ce que je suis en train de vous dire, c'est que plus on fabrique des pyramides dans nos organisations, tout bêtement, plus ça coûte cher et moins on est productif. C'est une réflexion intéressante, quoi. Et puis, c'est pour ça que vous êtes responsable de la performance. Hein? Et dernier petit clin d'œil, parce que celui-là, je l'adore aussi. Alors, je l'adore pour deux raisons. C'est parce que,
Voilà, le petit bouquin de Frédéric Laloux. Alors, le petit livre, il y a deux versions. Il y a la version 600 pages, et puis la version pour Bebe de 40 pages illustrées. J'ai acheté celle-là. Elle est très très bien. Mais et alors, une toute petite anecdote là-dessus. Ce bouquin-là, je l'ai laissé traîner au bureau. Il est devenu le livre de chevet de la totalité de mes collaborateurs. C'est-à-dire, ça nous a créé une espèce de langage commun. C'est-à-dire, tout le monde a lu et a adoré le bouquin. Ça, c'est génial, parce que je veux dire, c'est un levier managérial assez spectaculaire. Mais l'élément que je retiendrai de Frédéric Laloux, même s'il dit plein de choses intéressantes, il défend une théorie selon laquelle l'évolution économique et politique de nos sociétés s'est réalisée par effet de marche. D'accord ? Et il nous dit, et ça c'était bien avant la crise, donc ça a renforcé encore son propos, il nous dit, on est aujourd'hui tout en bas d'une nouvelle marche, c'est-à-dire d'une transformation conséquente, mais personne, absolument personne ne sait ce qu'il y a au-dessus de cette marche-là. Et à titre d'exemple, il cite à un moment donné, il dit, à un moment donné, il y a eu une marche franchie par la société française au moment de la Révolution, et on ne peut pas imaginer une seule seconde qu'avant de franchir cette marche-là, aucun Français dans le royaume de France imaginait qu'on puisse avoir une autre forme de gouvernement que la royauté. Pourtant, la marche, elle a été franchie. Le monde a changé, ce n'était plus le même. On peut dire ce qu'on veut sur les effets de la Révolution française, peu importe. Et je trouve, du coup que c'est plutôt exaltant en se disant, aujourd'hui, on est en bas d'une marche, il va se produire un changement, il est inexorable, on ne sait pas ce qu'il y aura au-dessus. Donc, en gros, le message d'espoir, c'est de dire, on y va, on remonte les manches et on se le construit, ce monde d'après. Qui est d'autant plus d'actualité aujourd'hui, quoi. Alors, un dernier petit clin d'œil avant de vous parler de... On libère pas trop le temps quand même. Ouais. Je me disais, c'est génial, ces penseurs actuels, etc., ces idées révolutionnaires en termes managériels. Et puis, j'ai eu la chance, alors celui-là, vous ne le trouverez plus en librairie, hein, j'ai eu la chance, avec la complicité de notre conservateur, de retrouver dans les fonds de notre bibliothèque municipale un petit bouquin qui date de 1934, de Hyacinthe Dubreuil, qui était syndicaliste, ouvrier et mécano, et qui était parti étudier le travail chez Ford aux États-Unis. Et quand on lit ce petit bouquin, on se rend compte que tout ce que je viens de vous raconter, il l'avait écrit. Donc on n'est pas du tout dans du concept révolutionnaire, au sens où voilà, on est en train d'annoncer des grandes tendances pour demain. Et en plus, il y a une petite citation de Fourier en première page, qui est aussi un bisontin, donc c'était pas mal. Non, et en gros, il explique comment, finalement, une organisation peut être efficace à partir du moment où l'organisation du travail est fondée sur la liberté. Donc ça, c'était 1934. Maintenant, j'ai eu aussi, c'était l'été 2018, où je suis tombé sur le bouquin d'Eva Illouz, qui était Apicratie, je ne sais pas si vous l'avez lu, qui faisait un petit peu le procès de la psychologie positive et de tout ce mouvement aujourd'hui de l'injonction au bonheur, qui m'a fait une espèce de douche froide. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, dans cette injonction au bonheur, ce qu'on voit dans certaines entreprises, vous savez, c'est là où on met des toboggans et puis des baby-foot, c'est de considérer que être heureux au travail est un état normal et attendu, que si vous êtes en souffrance et que vous êtes malheureux au travail, c'est que vous êtes déviant. Donc ça, c'est le côté sombre il n'y a jamais de choses éléments de tout rose. Donc je vous conseille aussi celui-là, quoi. Voilà. Alors maintenant, pour tenir dans les délais, rentrons dans le vif du sujet. Après cette longue introduction. Ouais, mais pour montrer que c'est du temps de maturation, quoi. Alors, sur le temps de maturation, j'ai eu l'immense chance, et je ne le savais pas à l'époque, il y a 17 ans maintenant, d'emmener une délégation de chefs d'entreprise en Picardie, chez Favi, rencontrer Jean-François Zobris, qui était le premier manager libérateur, donc une jolie PME de 600 personnes. Et on a passé la journée avec lui, on s'est baladé dans l'entreprise, on a discuté avec tout le monde. Et quand on est sorti de la bagnole, quand on a repris la voiture pour rentrer chez nous, on était tous dans un état de sidération, en disant mais qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui ? Et finalement, cette sidération, elle s'est transformée en colère, en disant mais ce mec-là, c'est un fou, c'est un gourou, son système d'organisation, on n'y croit pas, on ne veut pas y croire. D'accord ? C'est-à-dire que ça, c'était il y a 17 ans.
Et puis, tous les petits flashs que je vous ai montrés, c'était, moi, ma progression personnelle, c'est-à-dire de choses qui ont fait. Et il m'a fallu plus de 15 ans pour finalement que les concepts que j'ai vus, et qui étaient palpables devant nous chez Favi, avec l'explication de Jean-François Aurist, il a fallu 15 ans pour que je les intègre et que je me dise, tiens, finalement, ouais, c'est possible, on peut le faire. Donc, on est sur des phénomènes de maturation très longue. Il est possible que demain, lundi, vous sortiez en vous disant, il y a deux options, vous repreniez le boulot en vous disant, mais oui, c'est possible et je vais le faire, ou que vous fassiez comme moi il y a 15 ans, en disant, mais qu'est-ce que c'est que ce con avec ces conneries qu'il nous a racontées, on verra ça dans 15 ans. Donc en gros, c'est, voilà, à un moment donné, on est au bord de l'estrade, et on décide, je saute ou je saute pas. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est moins sexy, je ne vais pas vous demander de le lire, mais c'est un peu ce qu'on a construit, c'est-à-dire notre écosystème d'organisation. Ce qui est intéressant, ce n'est pas son contenu, c'est un petit peu la façon dont on l'a fait. La première chose, quand j'ai pris mon équipe, je ne la connaissais pas, c'était donc 1er janvier 2016, des gens venus d'un petit peu partout, avec chacun leur histoire. On a passé une première matinée à réfléchir ensemble, tout bêtement, sur quel sens on donnait au verbe servir. Faites un jour l'exercice avec vos équipes, c'est génial. Vous allez découvrir des militants du service public, vous allez découvrir des gens qui sont engagés, c'est vraiment plaisant. Servir, c'est noble, mais qu'est-ce qu'on met derrière ce mot-là? Et du coup, inévitablement, c'est un peu le socle sous mon schéma, à un moment donné, ça veut dire qu'on va se fixer sur des valeurs. En gros, le sens de mon travail. Pourquoi je le fais? Et ça, le faire de manière partagée, c'est-à-dire de s'écouter, d'accord, parce que chacun met des sens différents derrière les mêmes mots, c'est un moment qui est hyper important et extrêmement enrichissant. Deuxième temps, on a commencé, alors ça va être pas joli, mais ça va plaire aux évaluateurs, on a travaillé sur des matrices. Et des matrices de quoi? En gros, première, sur les matrices de compétences, où chacun a à les mettre les petits post-it, sur voilà ce que je sais faire. Et chaque fois que quelqu'un mettait une compétence, les autres s'auto-évaluaient par rapport à cette compétence, de je ne connais pas, je ne sais pas faire, à je suis maître en la matière, ce qui permettait d'équilibrer, de voir un petit peu quel était le profil ou ce qu'on avait un petit peu ce qu'on avait en boutique pour pouvoir proposer nos services à l'administration. Et puis on a construit une deuxième matrice à côté, qui était une matrice d'amour. Parmi tous ces éléments-là, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je déteste? Allez, en se disant, là où les gens sont experts dans un domaine et qu'ils adorent le faire, forcément ils seront très bons. En revanche, certaines activités, tout le monde détestait, mais on s'est dit, celles-là, on se les partage, tout le monde se les costine, on ne les donne pas au dernier embauché qui a le plus petit grade. Voilà. Donc deux matrices, matrice de compétences et matrice d'amour. La matrice de compétences, tous les ans, on la remouline, et ça nous donne un indicateur qui est assez intéressant et une lecture a posteriori qui est extrêmement riche. Pourquoi? Parce que forcément, elle s'enrichit. Et chaque fois que des lignes nouvelles apparaissent, ça veut dire que des compétences nouvelles sont apparues. Et du coup, des opportunités de les acquérir, parce que ça veut dire que dans l'équipe, une nouvelle compétence est apparue. Et quand on défile, on redéplie l'ensemble du tableau sur plusieurs années, on se rend compte qu'il y a des compétences qui ont disparu. Des choses que l'on savait faire, mais que l'on ne fait plus, parce que le contexte et l'environnement a changé. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait de l'empilement, mais on a fait de la gestion de stock. Voilà, on a une capacité de production de temps, on est X heures hommes possibles à mettre à disposition de la collectivité, donc à un moment donné, on vérifie notre capacité à faire en gérant l'ensemble de ces compétences-là. Et puis, ça permet de mesurer la progression de l'ensemble de l'équipe sur l'éventail des compétences. Parce que l'objectif, effectivement, c'est de progresser. Si on ne progresse pas, forcément, on recule. Ça, c'est un outil d'évaluation collective d'une simplicité enfantine, et ça marche relativement bien. Sauf que, ça c'est arrivé il y a l'année dernière, premier écueil, c'est-à-dire que plus vous avez une équipe qui avance en termes de maturation, plus son niveau d'exigence va changer. Et on s'est rendu compte que plus les années avançaient, et plus on avait le sentiment que le niveau de compétence baissait. Et en fait, c'est le logiciel dans nos têtes qui avait changé, c'est-à-dire notre propre niveau d'exigence par rapport aux compétences, lui, s'élevait. Donc ce n'est pas la compétence qui baissait, c'est notre attente par rapport à ces compétences qui, lui, s'élevait. On attendait d'être encore meilleur qu'on ne l'était. C'est un outil tout simple qui marche bien et surtout qui permet de dialoguer avec les équipes, quoi. Et puis, troisième élément, c'est de considérer
je pense que c'est le levier le plus fort, parce que c'est une vraie richesse qu'on a dans nos collectivités, c'est d'aller à la chasse à l'expertise. C'est-à-dire, comment, à un moment donné, permettre à chacun d'entre nous dans une organisation d'être reconnu comme expert dans un domaine ou un autre. C'est la mise en place des réseaux. Le premier qu'on a mis en place, c'est par exemple chez nous les réseaux des auditeurs internes. Auditeurs internes, ce n'est pas réservé au cadre A, d'accord, qui ont été bien formés, qui ont été à l'école longtemps. C'est ouvert à l'ensemble des agents, quel que soit leur grade, leur fonction, leur métier. On ne les recrute que sur des qualités et pas sur des compétences, les fameux soft skills. Hein. À partir du moment où, en gros, j'aime bien écouter les gens et j'aime bien les gens, je peux devenir auditeur interne. Et là, aujourd'hui, on dispose de à peu près 80 auditeurs formés. Ça va du directeur au policier municipal. Cherchez le nom pour dire, on a une kyrielle on a vraiment tout l'éventail et on a maillé tous les services. Dans tous les services, il y a des gens qui sont formés à l'audit interne et qui sont appelés par l'administration pour aller produire des audits avec une méthode, je ne rentrerai pas dans le détail, mais une méthode un peu rodée qui permet de réaliser un audit sur une journée. Le rapport est rendu le soir même. Voilà, ça c'est-à-dire qu'on est sur du petit process. Et que par exemple, je crois que sur un policier municipal qui va auditer le service culturel, c'est ça? Complètement. Un agent de catégorie C peut aller auditer le DGS. C'était inconcevable il y a 10 ans, inconcevable. Aujourd'hui, je me rappelle, une des premières équipes qu'on avait montées, c'était un peu provocateur de ma part, je la racontais à mes collègues dans la voiture en arrivant, une des premières équipes, c'était, parce que les auditeurs auditent toujours à deux, et issus d'entités différentes. Donc on apprend déjà à travailler ensemble, et on va auditer une autre entité à sa demande. Et cette équipe était composée le responsable d'audit était un technicien du service assainissement. Et il travaillait en binôme avec l'administrateur de l'orchestre municipal. Ces deux garçons, ils avaient peut-être déjà 10 ans, 15 ans de boîte, ils auraient pu encore en faire 20 ans sans jamais avoir à se croiser une seule fois. Là, ploum, on leur dit, vous travaillez ensemble les garçons, et vous allez auditer la police municipale. Là, c'était carrément contre nature, ça a marché, ça passait très bien, on est dans l'audit bienveillant, on est dans l'écoute, on est dans l'empathie, le rapport a été rendu, tout le monde était content. Et comme ce n'était pas suffisant, dans le cas de mon mandat au Mouvement français de la qualité, on a mis en place un dispositif d'audit croisé inter-organisation, c'est-à-dire que tous ceux dont je parlais qui sont certifiés ISO, ils ont des auditeurs dans leur organisation, des auditeurs process. Et comme quand on audite chez soi, on est très mauvais et on s'use relativement vite, on a proposé au patron, leur disant, écoutez, vos auditeurs, on vous les pique, on les envoie ailleurs, et on vous envoie des auditeurs tout frais qui viennent d'une autre entreprise. Ça a marché du tonnerre de Dieu, ça fait 15 ans que ça tourne. Et du coup, on a sur la Bourgogne-Franche-Comté 160 auditeurs issus des organisations publiques et privées de la région qui, à un moment donné, croisent leurs audits, donc forcément les croisent aussi avec nous. Donc, aux côtés des 80 auditeurs que j'ai à disposition dans tous les services, j'en rajoute 160 qui sont issus d'organismes extérieurs. Et là c'est peut-être le petit côté sympa pour la Franche-Comté. La Franche-Comté est encore la seule région qui a le culot de faire du croisement public-privé. Et quand je dis public-privé, c'est-à-dire qu'il nous est arrivé d'envoyer des auditeurs issus du secteur automobile auditer les services de la préfecture. Hein. Ça marche, ça choquait au début. Aujourd'hui, ça marche. Comme quoi on peut des fois faire des choses un peu culottées qui fonctionnent bien et qui fabriquent de la valeur ajoutée. Autre exemple, la qualité de l'accueil. Qualité de l'accueil, on aurait pu à un moment donné faire un grand projet avec un chef de projet, un responsable de la performance qui soit responsable de la qualité de l'accueil sur la collectivité et qui fabrique des procédures pour. On a dit non, on va se lancer en démarche qualité-accueil sur la base de Marianne et on va laisser tous les services qui accueillent du public monter leur propre projet parce qu'on n'accueille pas de la même façon à l'état civil que dans une piscine ou une médiathèque, bien entendu. Et les chefs de projet, c'est-à-dire ce qu'on appelle les référents Marianne, sont bien souvent des agents d'accueil qui ont voulu prendre une responsabilité supplémentaire. Ces gens-là, en matière de reconnaissance de leur expertise, c'est absolument génial. C'est eux qui sont les maîtres de leur démarche, de leur propre projet. Pour moi, je suis obligé de coordonner 48 projets Marianne, mais c'est pas grave parce que voilà, on a 48 référents Marianne qui sont des militants de la qualité de l'accueil des usagers dans nos services. Ça, c'est plutôt fort. Ou alors, plus petit, mais assez symptomatique, à un moment donné, on a fait de l'appel au volontariat pour demander qui, parmi nos agents, maîtrisait les langues étrangères. Et s'ils étaient éventuellement disponibles pour donner un coup de main à quelqu'un au téléphone, si on était en contact avec une personne qu'on ne comprenait pas. Donc là, on a aujourd'hui mobilisé une centaine d'agents. Alors on a un répertoire de langues qui est spectaculaire, des agents qui
d'agents standards sont devenus experts reconnus en interprétariat. Je trouve ça génial. C'est un jour, on a découvert qu'on avait un de nos peintres de l'équipe bâtiment qui maîtrisait le mandarin parce que ça faisait 12 ans pour ses loisirs qu'il apprenait à parler le mandarin. Et qui, en plus, il était membre de l'association Amitié France-Chine, et dans cette association, il était reconnu comme un expert de la Chine. Quand il était chez nous en train de peindre les bâtiments, ce n'était pas un expert de la Chine, et il n'était pas reconnu comme tel. Aujourd'hui, il est reconnu, c'est la seule personne qui parle le mandarin chez nous. On ne s'en sert pas trop, mais voilà. On essaye de s'orienter vers la fin pour laisser un petit peu de temps d'échange. Ouais. Donc le réseau d'experts, c'est facile à faire parce que c'est de la diffusion. Puis après, voilà, moi ce que je dis, quand un auditeur parle de qualité, de process dans une organisation, on l'écoute et on le croit. Moi, quand je le dis, on ne me croit pas, je suis payé pour ça. Lui, il est beaucoup plus crédible. Donc en fait, ils font mon boulot, c'est absolument génial, quoi. Et puis, deux éléments pour arriver à la fin. Le premier, c'est comment je mets en route tout ça. En gros, c'est comment je réapprends à écouter. Quand je fais une mission, qu'est-ce que mon client aura de plus après, d'accord? Est-ce que j'ai fabriqué de l'enchantement en direction de mon client? Toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on a réappris à faire. Aujourd'hui, on ne travaille plus avec un service interne sans qu'on ait passé un contrat de mission avec eux. C'est-à-dire qu'on redéfinit les bases de l'évaluation. C'est-à-dire qu'on redéfinit la commande, on redéfinit les besoins, on vérifie quelles sont les attentes. Vous savez que souvent, quand un service vient voir un service fonctionnel, la nature de ses attentes, elle n'est pas très très bien formulée. Et forcément, la prestation que vous lui donnez n'est pas celle qu'il attendait, parce qu'il ne savait pas finalement ce qu'il attendait. Donc cette notion de contrat, elle est hyper importante, et surtout, elle permet de l'évaluer de manière assez simplissime. Alors, parce qu'on était tous des évaluateurs, on avait inventé des outils d'évaluation de l'ensemble de nos missions, forcément qu'on ne remplissait jamais, parce que chaque fois on est repris dans la mission suivante et on n'a pas le temps. Et puis finalement on s'est dit de quoi on a besoin. Ce qu'on a besoin, c'est de mesurer le niveau d'enchantement de notre client interne. Donc on va se faire un outil tout bête, tout simple. Je ne vous avais pas pouvoir le lire, mais voilà. On avait fait ça, 2 cases. En gros, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on a fait pour vous? Ça va de bof à merci, d'accord? Et puis, en dessous, parce qu'on est très humble, on dit, on aimerait bien un petit peu, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme conseil pour qu'on soit meilleur la prochaine fois, d'accord? On les a à chaque fois, mais qu'est-ce qui s'est passé dans le fonctionnement de mon équipe? Aujourd'hui, quand un collaborateur fait un contrat de mission, tout bêtement, inconsciemment, il va chasser le 11 ou le 12. Donc en gros, il va faire sa mission pour un client interne en mettant tout en œuvre pour fabriquer de l'enchantement. Alors ça, si en relation de service, c'est pas génial, c'est absolument sûr. Alors, on n'est pas chez Uber, hein, les cotations ne seront pas utilisées en entretien professionnel à la fin de l'année pour savoir qui a eu le plus de 11, de 10, on s'en fout. Et on n'a jamais dit à aucun agent, vous devez avoir telle note à la fin. Aujourd'hui, je fais le constat que quand quelqu'un ramène une évaluation avec un 8 et un 9, il est malheureux. Malheureux, mais du coup, ça permet de débriefer. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et on retravaille dessus, comment on aurait pu travailler différemment pour effectivement fabriquer cet enchantement qu'on n'a pas réussi à faire. Donc ça donne un petit peu de valeur et de dialogue et du sens à l'évaluation, quoi. Voilà. Et puis, et là, je m'arrêterai là. Je voulais à la fin vous donner vous dresser une liste d'indicateurs, tous plus ou moins désirables, sur ce que ça nous avait apporté de s'engager sur cette démarche-là, hormis de me faire parfois quelques nuits blanches, mais ça on s'en fout. Et puis cette liste-là, je l'ai soumise à mon équipe, en leur disant, voilà, si je parle de notre équipe comme ça, vous en pensez quoi? Et puis ils m'ont tout rayé, puis ils m'ont dit, finalement, ne garde que celui-là, c'est celui que je vous présente. Le seul indicateur qui leur semblait intéressant, c'était celui-là. Donc, même si ça ne sert qu'à ça, de s'engager sur des démarches de ce type-là, franchement, je vous garantis, ça vaut le coup, quoi. Voilà, merci. Je vais vous asseoir. Alors, est-ce que cette intervention vous a libéré